Bienvenue sur la première chaîne panafricaine d'information économique et financière. Dans le cadre de cette émission Éco-Presse, nous recevons deux journalistes de la presse nationale. Cheikh Koné de la Tribune de l'économie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bertin Nguessan du journal Le Bélier Intrépide, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Deux thèmes meubleront nos échanges: l'offensive diplomatique du Maroc dans les pays subsahariens, le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux économiques? Depuis 2012, la Côte d'Ivoire est devenue une destination prisée par les investisseurs étrangers. La récente mission économique est celle des Marocains qui font véritablement une percée depuis ces dernières années en Côte d'Ivoire. Après sa première visite officielle en mars 2013, en février 2014, dans le cadre du Forum économique ivoiro-marocain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, a effectué une visite récente en Côte d'Ivoire, accompagné d'une forte délégation d'opérateurs économiques marocains. Alors, quel est votre commentaire sur cette coopération sud-sud, Cheikh Koné? Alors, je pense que merci d'abord de ce plateau que vous nous offrez. Alors, je pense que cette percée du Maroc, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique subsaharienne. Je pense que c'est une nouvelle donne de la politique étrangère du royaume chérifin. Et il va de soi que la Côte d'Ivoire, qui sort d'une crise décennale et qui est en train d'amorcer sa relance économique, a vraiment besoin de pareilles coopérations sud-sud. Et ça y va de notre économie, ça y va des échanges diplomatiques et économiques entre ces deux pays. Je pense que c'est bon pour nous, c'est bon pour le Maroc et tout le monde y gagne. Comment on voit les enjeux pour l'Afrique? Alors, je voudrais d'abord situer le contexte de la coopération sud-sud. On peut dire qu'elle date de 1955, lors de la conférence de Bandung, à l'initiative notamment des pays comme l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie notamment. Et à l'époque, vous savez qu'il existait encore les deux grands blocs, le bloc de l'Est et puis celui de l'Ouest. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup plus des pays du tiers-monde, voilà, qui avaient besoin de l'aide. Et ces pays-là, quand ils demandaient de l'aide aux pays occidentaux, c'était conditionné. Et donc, les gens se sont dit, les pays du tiers-monde se sont dit, mais pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour avoir une seule voix, notamment à l'ONU, et pour rassembler nos forces pour être plus forts. Donc, c'est lors de la conférence de Bandung que l'idée de la coopération sud-sud est née en 1955. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette coopération est en œuvre et qu'elle va aider tous les pays africains pour pouvoir mettre non seulement leurs moyens ensemble, mais se développer davantage, pas pour prendre, disons, l'indépendance vis-à-vis des pays occidentaux, mais être un peu autonome entre nous pour pouvoir avancer l'émergence économique. Voilà. Alors, depuis quelques années, on enregistre une offensive diplomatique très agressive du Maroc dans les pays subsahariens. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Alors, bien avant de répondre à cette question, je voudrais aborder dans le même sens que mon confrère Bertin Nguessan, pour dire que ce nouveau modèle de développement qui est la coopération sud-sud, il faut le dire, s'impose aujourd'hui aux pays africains qui ont besoin de s'affranchir de l'indépendance des Européens, qui ont besoin également de s'affranchir de cette ruée chinoise, qui, il faut le dire, on le dit abusivement que c'est un partenariat gagnant-gagnant avec les grandes puissances, mais en réalité, l'Afrique est dépourvue de toutes ses richesses et elle reçoit ne serait-ce que des miettes en retour. Donc, pareil, ce type de coopération avec des pays du Sud permettent véritablement de tisser des relations avec des partenaires d'affaires. On s'assoit sur la même table, on partage à part égale et chacun s'en sort gagnant. C'était ce que je voulais dire pour enchérir un peu. Alors, maintenant sur la question de la présence marocaine en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une bonne chose, comme je le disais tantôt dans mon introduction, c'est une bonne chose pour les deux pays. La Côte d'Ivoire affiche de bonnes performances économiques. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui
et fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde. Et le Maroc, qui a une économie introvertie, parce que le Maroc a une économie qui est basée, qui a une économie qui a des difficultés avec, puisqu'elle est dépendante de la pluviométrie, l'économie marocaine. Et donc, il va de soi que le pays a besoin de sortir à l'étranger, a besoin de sortir à l'international, a besoin de tisser des partenariats avec l'Afrique noire. Parce que, historiquement, les pays du Maghreb ont du mal à échanger, commercialement parlant, économiquement parlant. Le taux du commerce intra entre les pays maghrébins est de 5%. Quand l'Afrique le commerce intra-africain est de 12%. Donc le Maroc ne peut que se rabattre sur l'Afrique noire, notamment la Côte d'Ivoire qui est l'un des leaders de la sous-région en Afrique subsaharienne. Donc ça va de soi. En 3 ans, 3 visites, je pense que c'est bon pour les 2 pays. D'accord. Il n'y a pas seulement que la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon, il y a Mohamed VI a effectué aussi des visites pour des coopérations renforcées. Bien sûr, mais je voudrais quand même revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez que pendant de longues années, le Maroc a commercé avec l'Europe. Et aujourd'hui, la croissance en Europe se situe entre moins et 1%. Alors que l'économie ivoirienne, la croissance tourne autour de 9%. Donc c'est une économie attrayante, compétitive. Et le roi du Maroc, vous savez, il a fait une partie de ses études en Côte d'Ivoire. Il connaît bien le pays. On sort, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, d'une crise de 10 ans. Et l'économie est en train de reprendre forme. Donc, naturellement, quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire et qui sait que c'est une économie à 9%, on n'est pas loin de la croissance à 2 chiffres. Donc, vous voyez que c'est une économie compétitive, attirante. Donc, c'est ce qui fait que le roi du Maroc couvre la Côte d'Ivoire. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, les autres pays africains, on se rend compte aujourd'hui que les pays africains sont de mieux en mieux gérés. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire notamment, on a un chef d'État qui est un économiste, un banquier, qui travaille directement avec son Premier ministre, qui est aussi un économiste et un banquier. Donc vous voyez qu'il table sur la rentabilité, de sorte que l'économie attire les investisseurs. Et c'est ce qui fait courir les Marocains vers la Côte d'Ivoire. D'accord. Justement, nous allons maintenant parler de cette percée marocaine. Alors depuis quelques années, de nombreux groupes marocains ont investi dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, notamment la téléphonie, le secteur bancaire. Alors, quel regard portez-vous sur cette percée? Bon, c'est une bonne chose. C'est comme la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. La Côte d'Ivoire est une belle femme qui est courtisée de par le monde. Nous avons des balais d'investisseurs. C'était en son temps, de 2011 à 2012, des intentions d'investissement. Aujourd'hui, les choses se concrétisent peu à peu. C'est à l'avantage de l'économie. Alors, mais comme vous l'avez souligné, il y a Maroc Télécom, il y a la Banque populaire du Maroc qui a pris des participations, il y a le groupe Attijari Wafa, il y a également des groupes marocains dans le domaine de la cimenterie, etc. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut dénoncer par contre, ce que moi je dénonce avec mon œil de journaliste, ce que je dénonce par contre, c'est l'absence du secteur privé. L'absence du secteur privé ivoirien. Je pense peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais c'est l'absence du secteur privé. Voilà, c'est l'absence du secteur privé ivoirien qui malheureusement assiste indifférent à tous ces investisseurs qui viennent. Et après, je pense qu'on sera les premiers à se plaindre du fait que nous sentons une certaine ruée des investisseurs étrangers. Mais quand un secteur privé ivoirien, comme la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, brasse près de 14 000 milliards de chiffre d'affaires par an, je pense quand même que on n'a pas besoin d'attendre que des investisseurs marocains viennent pour financer la baie de Cocody à 187 milliards. Je pense quand même que si on organisait comme dans certains pays, à côté Dangote, à lui seul, amorce le développement au Nigeria, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre. C'est bien beau de le dire, une ruée des investisseurs marocains, demain ça sera une ruée des investisseurs tunisiens, etc., des investisseurs chinois, indiens, ils sont tous là. Notre secteur privé fait quoi? Il ne suffit pas d'attendre l'amnistie fiscale pour se plaindre
des taux d'État. Excusez-moi, madame, mais écoutez, je pense quand même que... Les conditions sont réunies. Mais toutes les conditions sont réunies, parce que j'estime quand même que nous avons aujourd'hui l'un des codes d'investissement les plus attractifs et les plus incitatifs en Afrique. D'où la ruée de ces investisseurs. Vous comprenez que les investisseurs, ils vont là où il y a assez de facilités. Et la Côte d'Ivoire offre ces facilités avec le nouveau code d'investissement. Alors, et j'étais même à une conférence avec le directeur général du CPC qui avait dit comme ça que les Ivoiriens ont l'impression que le code d'investissement a été taillé sur mesure uniquement pour les investisseurs étrangers. Mais non, il y a la place des investisseurs nationaux. Mais où ils sont où? Ils répondent aux abonnés absents. Avant-hier, je pense que dans un journal quotidien de la place, j'ai lu que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire invite tout le secteur privé à des consultations pour voir leur participation au PN de 2016-2020. Peut-être que c'est le réveil, je ne sais pas. Mais il est important quand même que nous prenions à bras le corps le développement de notre pays, qu'on n'attende pas que les autres viennent faire notre bonheur. Parce qu'ils viennent, ils recherchent et après ils font quoi? La fuite des capitaux, on va s'en plaindre. Donc le secteur privé ivoirien est interpellé dans ce sens. Bien sûr. Je pense qu'il n'est pas... excusez-moi, mais je pense qu'il ne faudrait pas seulement applaudir quand les investisseurs étrangers viennent. Il faut inciter nos investisseurs locaux à se réveiller. Il y a beaucoup. À titre d'exemple, le groupe Comium. Comium, depuis 2012, sur le marché, cherche un repreneur. On va attendre qu'un investisseur étranger vienne encore acheter l'eau. Vous comprenez? C'est quand même dommage. Je pense que c'est bon ce que les Marocains font, c'est bon pour l'économie, mais c'est encore mieux si nous-mêmes nous prenions notre destin en main. Je crois que sur la question, le confrère a tout dit. Vous savez, depuis 2012, on a un nouveau code d'investissement, un code qui est incitatif et qui protège davantage les investisseurs et leurs biens. Donc, vous comprenez, si les gens viennent, c'est parce que, naturellement, le code d'investissement, le nouveau code, les appelle et ils savent qu'en venant investir ici, ils peuvent vous transférer les capitaux, ils peuvent avoir des bénéfices, enfin, tout ce qu'ils recherchent. C'est ça, un investisseur, c'est pas un philanthrope. Effectivement. Voilà. Et je suis d'accord avec le confrère pour dire qu'il faut quand même que le secteur privé ivoirien se réveille. Voilà. Il ne faudrait pas dire après, ah oui, bon, le pays est occupé par les étrangers, on a fait ceci ou cela, mais c'est le moment d'investir. Ouais. Aujourd'hui, avec le CPC, on peut créer une entreprise en 24 heures. Ouais. Et pourquoi ceux-là, quand il a évoqué le cas de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, mais naturellement, ils ont les moyens, ils peuvent investir dans n'importe quel secteur, que ce soit le secteur industriel, ils peuvent le faire, mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi c'est les Marocains qui doivent le faire? On n'est pas contre. Ouais. On n'est pas contre. Mais aussi, on est d'accord que les Ivoiriens doivent pouvoir se réveiller et investir. Ça, c'est le commentaire que je peux faire. D'accord, voilà. C'est bien compris. L'engagement entre le Maroc et la Côte d'Ivoire s'est traduit par la signature de 46 conventions. Alors, pour terminer sur ce thème, quelles sont les portées de ces projets d'investissement pour la Côte d'Ivoire? Cher Koné. Sa portée, ce que je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour l'économie, c'est bon aussi pour nos petites et moyennes entreprises qui sont toujours en train de sous-traiter. C'est bon, ça va créer de l'emploi, malheureusement. C'est bon, ça va créer de l'emploi, on va toujours sous-traiter, on va continuer à sous-traiter. On va sous-traiter toujours, les gens viendront sous-traiter, on va sous-traiter. Il faudrait qu'on sorte de ce carcan-là. Bon, je dis, je vais continuer à le dire, il faut quand même qu'on impulse. Qu'on impulse l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. C'est bon, tous ces contrats 46, contrats, demain d'autres feront de même. C'est bon pour nos PME qui bénéficieront des petits bouts de marché. C'est bon, ça va créer quelques 7 000, 10 000 emplois. C'est bon, mais ça pourrait être à une échelle beaucoup plus grande si c'était nous-mêmes. Voilà. C'est pareil, hein, c'est pareil. La portée, c'est l'employabilité. Hein. Il va y avoir des emplois, c'est bon. Encore faut-il que la chose parte de nous-mêmes aussi, qu'il y ait les Ivoiriens une plus grande part de marché que les étrangers, enfin, que les investisseurs étrangers. Nous allons parler maintenant du retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux économiques? Sur plusieurs années, 80 pays membres, 100 milliards de capital, premier instrument de la lutte contre la pauvreté et de développement du continent. La Banque africaine de développement regagne son siège, la Côte d'Ivoire, qui est
stabilité politique et sociale. La BAD a 50 ans. Sa mission, transformer socialement et économiquement l'Afrique. Est-ce que les objectifs ont-ils été atteints, chef de la tribune de l'économie? Merci de me donner la parole sur cette question. Je pense qu'il n'y a pas longtemps que nous avons assisté aux assemblées annuelles de la BAD. La BAD fête ses 50 ans. Est-ce qu'en 50 ans, les objectifs ont été atteints? Je pense qu'avant de répondre à la question, il faut se poser la question de savoir d'abord quels sont les objectifs assignés à la BAD dès sa création. Réduire la pauvreté, réduire la mortalité infantile, réduire l'inégalité du genre, créer des infrastructures économiques, routières, réduire l'inaccessibilité à l'énergie, plein de choses. En 50 ans, on va ensemble faire le constat. Je vais vous lire un rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté. La Banque mondiale nous a dit que depuis ces 30 dernières années, le nombre d'Africains vivant dans une extrême pauvreté a été réduit. De 52% en 1981, nous sommes passés à près de 47% en 2011. C'est satisfaisant. On pourrait le dire relativement. Il reste encore beaucoup à faire. Au niveau de l'éducation, malheureusement, là, l'UNESCO nous dit qu'il y a 61 millions d'enfants qui ont le droit d'aller à l'école, qui sont encore à la maison, qui ne partent pas à l'école. Au niveau de l'énergie, il y a près de 80% de la population rurale en Afrique, c'est-à-dire 60 millions d'Africains qui sont sans électricité. C'est vrai, la BAD a décaissé près de 5 000 milliards de francs CFA pour permettre l'accessibilité à l'énergie. Les délestages sur le quotidien des Africains. L'infrastructure routière. Encore une autre étude nous dit que la longueur totale des routes du réseau africain s'élève à 31 423 km. 28% de ces 31 423 km sont bitumés. Vous comprenez qu'il y a beaucoup à faire. Les objectifs, je ne pense pas qu'ils soient atteints. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. La BAD est une jeune institution, l'une des plus prestigieuses institutions financières et économiques en Afrique. Mais il faut savoir aussi que l'Afrique est à un tournant décisif de son développement. Entre le sous-développement et l'émergence, je pense que c'est juste une goutte d'eau dans la mer. On a encore besoin d'impulser les choses. La BAD a vraiment besoin que ses propres pays régionaux qui sont membres de la BAD lui fassent confiance. Parce que là aussi c'est un problème. Je pense qu'on va revenir là-dessus. On a besoin de faire confiance à la BAD. On a besoin d'emprunter à la BAD parce que la BAD est un organisme de développement qui a besoin que ses propres pays membres viennent en premier. Malheureusement, on se tourne vers d'autres institutions. Donc je pense que, en conclusion, je pense que les objectifs partiellement, parce que l'Afrique n'est pas encore sortie de l'auberge. On a vraiment besoin de bouger encore les choses. Comme avec ces chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, on a vraiment besoin de bouger. Au niveau de l'énergie, 80% de la population rurale qui n'a pas d'électricité, ça donne à réfléchir. 61 millions d'enfants qui ne partent pas à l'école, ça donne la pauvreté encore, on était censé la réduire avec les OMD, les objectifs du millénaire qui ont pris fin en 2015. On parle d'objectifs de développement durable. Nous ne faisons que suivre la BAD encore moins. Mais je suis d'accord avec lui. Je pense que si la BAD effectivement n'a pas atteint ses objectifs, on peut se demander mais pourquoi la BAD n'a pas atteint ses objectifs alors que la BAD a décaissé suffisamment d'argent. La question de la bonne gouvernance économique. Est-ce que l'argent décaissé pour les domaines qu'il faut régler maintenant pour les 50 années à venir, la bonne gouvernance économique, de sorte que quand l'argent est décaissé pour quelque chose, l'argent arrive à un projet et qu'il soit géré correctement. C'est de cette façon seulement qu'on peut atteindre les objectifs de la BAD. Sinon, on va tourner en rond. Mais malgré tout, il y a eu quand même des énormes avancées au niveau de l'Afrique. Selon le rapport annuel
annuel sur les perspectives économiques de l'Afrique qui a été publié aux assises de la BAD. En 2015, l'Afrique devait connaître une croissance moyenne de l'ordre de 4,5%. Quel est votre commentaire? Oui, c'est bon. En Afrique, actuellement, l'Afrique fait partie des continents dans le monde qui affichent des taux de croissance assez spectaculaires. L'Europe est en crise. L'Asie se débat. L'Europe est en crise avec des taux de croissance qui tournent de 1%, 2%. L'Afrique parle de 4,8% avec des perspectives de 5%, plus de 5%. C'est bon. Mais ce qui est dommageable, c'est que cette croissance n'est pas inclusive. Justement. Cette croissance n'est pas inclusive et l'Afrique continue d'emprunter pendant que nous avons des taux de croissance assez élevés. On continue de tendre la main. On continue de vivre accroché aux aides de développement. On souhaite même que ces aides-là s'accroissent. Et on emprunte avec des gens qui, pour notre griffe, ont des difficultés. Donc je pense que c'est bien beau, ces taux de croissance qu'on affiche, oui, c'est bien beau. Mais ça ne reflète pas la réalité. Il faut que cette croissance soit inclusive, puisse toucher la population. Il faut que, au niveau de l'indice de développement humain, l'Afrique soit bien notée. Parce que là, c'est la catastrophe. Donc je pense qu'il ne faut pas se fier au taux de croissance pour véritablement... C'est vrai, ce taux de croissance-là démontre véritablement que l'Afrique est courtisée. Il y a de grands projets de développement, il y a des grands projets, il y a des infrastructures qui s'élèvent, qui sortent de certains pays, qui sortent des terres et tout ça. Mais elle n'est pas encore inclusive, c'est le même cas en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pareil, que vaut une croissance économique qui ne profite pas aux populations? C'est ça la grande question. Ouais. Donc, on reconnaît, oui, c'est vrai, il y a des difficultés. C'est vrai aussi qu'il y a des efforts qui sont faits et qu'il faut féliciter les dirigeants africains. Mais il faut davantage, même dans un secteur peut-être micro, même si on ne prend pas toute l'Afrique, mais si on prend la Côte d'Ivoire, quand on parle par exemple du panier de la ménagère et qu'on dit la croissance en Côte d'Ivoire est autour de 9%, on ne sent pas ça dans la population. La femme qui va au marché, qui revient avec son sachet vide, moi j'accompagne souvent ma femme au marché pour voir comment on vend, mais c'est difficile. C'est difficile. Donc la croissance au niveau peut-être local ou au niveau national ou au niveau de l'Afrique, oui, ça va. Mais est-ce que ça profite aux populations? Si ça ne profite pas aux populations, alors c'est qu'il y a problème et qu'il faut régler ces problèmes-là au plus vite. Parce qu'une croissance économique, elle est utile seulement lorsqu'elle doit profiter aux populations. Si on doit construire des immeubles, construire des ponts, faire des barrages et que la population... Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on a une croissance économique. Ok. Les 50e Assemblée annuelle de la BAD à Abidjan du 25 au 29 mai dernier ont été marquées par l'élection d'un nouveau président, Akinwumi Adesina, ministre de l'Agriculture et du Développement rural au Nigeria. Alors, d'énormes défis attendent ce nouveau président, à vous entendre parler sur les réalisations du continent africain. Oui, beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Je pense que c'est à tout son honneur, hein, parce que c'est aussi à l'honneur du Nigeria qui, après avoir poursuivi la présidence de la BAD, est récompensé maintenant. Je pense que c'est un géant d'Afrique et c'est un challenge aussi pour ce pays qui est le plus grand actionnaire, le plus gros actionnaire de tous les pays non régionaux de la BAD. Donc maintenant que la présidence leur a été donnée, je pense qu'il va falloir qu'ils démontrent qu'ils ont vraiment quelque chose à donner en fait. Les défis sont énormes pour le docteur Adesina. Poursuivre la politique structurelle, la politique de transformation structurelle de notre économie, continuer la lutte qui vise à réduire la pauvreté. La pauvreté aussi, aider nos pays à réduire les dettes. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays, c'est devenu la mode, hein, les pays africains, surtout subsahariens, surtout sur les marchés internationaux pour emprunter
emprunter les eurobonds, comme on le dit, qui font des levées de fonds sur les marchés internationaux, c'est clair que dans 10 ans, dans 15 ans, ça va nous rattraper. Donc, il y a d'autres pays qui sont encore sous le poids des différentes dettes, qui ont du mal à s'en sortir. Et il y a aussi le volet de l'industrialisation. Le docteur Adesina était ingénieur agronome. Il y a également la question de l'agriculture. L'agriculture, l'Afrique a tellement de richesses, tellement de potentialités, et que si une volonté politique de nos dirigeants est affirmée, on pourra venir à bout de toutes ces difficultés-là. Il y a aussi un autre défi qui est celui de l'éducation. Quel est ce peuple qui aspire au développement, qui aspire à l'émergence en faisant fi de la formation? C'est difficile. Vous comprenez? Au-delà de tous ces défis, majeurs, il y a un autre défi qu'il ne faudrait pas oublier. Il y a celui de l'indépendance de la BAD. Aujourd'hui, la BAD est dans un environnement très concurrentiel avec d'autres banques de développement, telles que les institutions de Bretton Woods, les banques de développement islamique et tout ça. Et les pays, même membres, comme je le disais tantôt, les pays membres régionaux de la BAD préfèrent se tourner vers ces banques de développement pour emprunter à des taux relativement bas, contrairement à ce que propose la BAD. Et il y a aussi cette velléité de mainmise de certaines institutions que je ne citerai pas ici, qui veulent prendre le contrôle de l'institution, parce que la BAD est l'une des belles réussites de l'Afrique, madame. La BAD est reconnue internationalement. Aujourd'hui, la BAD fait la fierté de l'Afrique. Donc c'est clair que ça aiguise des appétits. C'est vrai que ça aiguise des appétits, et une réussite de la BAD n'arrangerait pas forcément, en termes de géostratégie, n'arrangerait pas forcément certains grands pays. Donc, je pense que le docteur Adesina doit continuer le combat du Kaberuka. Pendant ces 2 mandats, il a tenté de s'affranchir de cette dépendance. Je vous donne un exemple. De 2005 à 2010, 25% des projets de la BAD ont été cofinancés avec la Banque mondiale et le FMI. C'est pas bon pour une banque de développement. C'est pas intéressant. Parce que ça donne aujourd'hui, la BAD est pratiquement sous l'ombre de la Banque mondiale et des institutions de Bretton Woods qui sont les plus connues. Parce que tous les grands projets dans nos pays on a l'impression qu'ils sont financés plutôt par ces banques. Pourtant, il y a la BAD qui intervient. Certains projets de la BAD sont cofinancés avec la Banque mondiale. Ça fait que la BAD continue d'être méconnue des Africains. Pourtant, c'est près de 28 milliards de dollars qui ont été décaissés par la BAD sur ces 10 dernières années pour accompagner le développement. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a même le Africa 50 qui a été créé, qui a été lancé pour s'occuper uniquement que des infrastructures. Il y a beaucoup de choses à faire, et pour aller loin, il faut que la BAD s'affranchisse de cette dépendance des institutions. Nous sommes sur un terrain qui est très concurrentiel. Les banques de développement se tournent vers l'Afrique, parce que l'Afrique est aujourd'hui la seule partie du monde qui affiche encore des taux de croissance, qui offre encore des opportunités. Donc il faut s'affranchir de cette dépendance-là. D'accord. Alors l'élection du docteur Adesina, c'est symbole fort pour le Nigeria? Oui, un symbole fort, parce que vous savez que le Nigeria, on peut le dire, aujourd'hui, c'est tellement la première. Et donc, quand le Nigeria devient la première économie africaine, ils ont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, c'est un symbole fort. Mais un symbole fort qui appelle nécessairement des responsabilités plus grandes. Et Cheikh l'a dit. Et je pense qu'il y a 2 défis majeurs. Le défi de l'éducation et le défi de l'industrialisation. Pendant de longues années, le président Houphouët-Boigny, c'était ça. Il faut transformer nos matières premières, il faut arriver à l'industrialisation. Tant qu'on n'y parvient pas, vous voyez, la Côte d'Ivoire par exemple, nous sommes premiers producteurs de cacao. On ne fait pas de chocolat,
Le kilo ici est vendu, je crois, autour de 500 francs ou je ne sais pas 600, je ne sais plus. Mais pour une plaquette de chocolat, c'est pratiquement le même prix que le kilo du cacao. Mais si nous arrivons à relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique, l'indépendance économique dont il parlait tout à l'heure, elle est acquise. Et à partir de ce moment-là, on va discuter d'égal à égal avec l'Occident. Et surtout que nous avons encore suffisamment de matières premières, que ce soit dans le sous-sol ou au-dessus de d'autres sols, on a suffisamment de matières pour l'industrialisation. Donc c'est ce défi-là que la BAD doit relever. Il faut éduquer suffisamment nos populations, faire en sorte que les générations à venir ne connaissent pas les difficultés que nous autres nous avons connues aujourd'hui, qui font que même des gens, des maîtrisards, des licenciés, des gens qui ont des deux, n'arrivent pas à trouver même un emploi. On ne demande pas forcément à nos responsables étatiques d'employer les gens à la fonction publique. Mais quand on parle d'entrepreneuriat et que moi je vais créer une entreprise aujourd'hui, que je n'ai pas une banque en Côte d'Ivoire pour la financer mes projets, je fais comment? Où je trouve l'argent pour le faire? Il y a problème. Donc ce sont ces questions-là, sectorielles, sur lesquelles la BAD doit travailler et faire en sorte que les générations futures ne connaissent pas les difficultés actuelles. Pour abonder dans le même sens, pour juste ajuster, il faut dire que, oui, rapidement, il faut dire que il a touché un point essentiel, la question de l'emploi jeune. Je pense que depuis sa création, la BAD n'a pas été dans les grandes priorités de la BAD, la question de l'emploi. Et je pense que Kaberuka a même fait cet aveu-là au cours des assemblées annuelles de la BAD. Je pense qu'il est important que le docteur Adesina et son équipe vont prendre fonction à partir du 1er septembre, je crois. Face de cette question une priorité. Face de cette question une priorité, la question de l'emploi jeune. Mettre en place des programmes continentaux, mettre en place des programmes sous-régionaux pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, pour créer de l'emploi, pour inciter à l'entrepreneuriat. C'est très important. Parce que ça va éviter que nos jeunes payent à coups de millions des passeurs pour prendre la Méditerranée pour se rendre en Europe. Nous parlons de près de 100 000 migrants depuis cette tragédie. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. C'est parce que la pauvreté arrive à un seuil très élevé. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est parce que les écoles ne fournissent pas, ne permettent pas aux élèves et étudiants de leur garantir un emploi demain. C'est parce que la culture de l'entrepreneuriat n'est pas encore poussée à ce niveau. C'est parce que le commerce intra qui devait créer aussi de l'emploi est à seulement 12%. Il y a tellement de problèmes. Donc, il faut créer de l'emploi. Il faut former nos jeunes pour leur éviter cette tragédie. Lampedusa, etc. Revenons maintenant à la Côte d'Ivoire. La BAD est de retour en Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer sur le deuxième thème, quels sont les enjeux économiques pour notre pays qui s'est engagé dans un processus de relance économique? Donc, je pense que la Côte d'Ivoire représente 40% de la masse monétaire de l'UEMOA. Et c'est déjà bon après la crise qu'a connue le pays. Sur le plan politique et diplomatique. Au plan socio-économique, c'est près de 2000 familles avec un pouvoir d'achat très élevé qui viennent en Côte d'Ivoire. C'est clair aussi que l'économie de consommation va impacter notre économie. C'est déjà bon, il y aura de l'emploi. Un seul cadre de la BAD peut employer 5 ou 6 personnes, un chauffeur, un répétiteur pour les enfants, une nounou, une servante, un gardien, etc. Vous comprenez, c'est des emplois qui sont créés là. Au plan sécuritaire, il faut dire que c'est également un enjeu important pour la Côte d'Ivoire, dans ce sens que c'est à cause de l'instabilité politique que la BAD a délocalisé. Et aujourd'hui, si elle revient, ça rassure les investisseurs. Ça rassure les investisseurs que la Côte d'Ivoire est désormais fréquentable. Et donc, c'est bon. Voilà quoi. Merci. Oui, je suggérerais également mes propos autour de 3 points. Le premier, c'est le prestige. Le prestige que la Côte d'Ivoire a de retrouver le siège.
Comme il a dit il y a quelques années, on dirait que la Côte d'Ivoire est une destination qui n'était pas fréquentable au regard de la crise que nous vivions. Mais avoir ou retrouver le siège de la BAD, la Côte d'Ivoire retrouve ce prestige-là. Au-delà de ça, il y a le fait que parce que nous avons le siège, parce que nous avons retrouvé le siège de la BAD, lorsque la Côte d'Ivoire introduit des dossiers auprès de la BAD, ces dossiers seront regardés avec attention, beaucoup d'attention. Ils seront sûrement traités avec beaucoup de célérité. Et donc, c'est déjà quelque chose de bon. Et le troisième point, c'est notamment ce qu'il a expliqué, c'est l'économie de consommation. Naturellement, quand ils viennent, ces 2000 familles, ces hauts fonctionnaires de la BAD, ils vont aller dans les surfaces, les grandes surfaces, ils vont commercer, ils vont employer des gens, des nounous, enfin, ils vont employer des gens. Et donc, naturellement, ça va élever un peu le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Et donc, ce sont ces aspects-là que voilà, je vois. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces contributions. C'est la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau deux journalistes de la presse nationale, Cheikh Koné de la Tribune de l'économie et Bertin Nguessan du journal Le Bélé Intrépide. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique et financière.